Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022, nous sommes le premier vendredi du mois et donc, comme d'habitude, on prendra connaissance du rapport sur l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP. Alors, avant d'en parler, nous allons dresser le tableau général, le contexte de marché, donc des indices américains qui terminent la séance d'hier en légère baisse. Le S&P 500 qui perd 0,10%, le Dow Jones 0,47%, le Nasdaq 0,13%, le Russell 2000 progresse et gagne 0,56%. On notera que les baisses ont été modérées après une séance particulièrement volatile au lendemain de la forte chute des indices qui a été provoquée par l'annonce d'un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Une Réserve fédérale américaine plus agressive, plus hawkish, qui entraîne un repli des actifs risqués en général. Donc concrètement, les valeurs de croissance hier ont pris un léger coup à l'ouverture, le rendement à 10 ans ayant atteint 1,75% et le Nasdaq a reculé de 1,2%. Mais le rendement à 10 ans s'est stabilisé et les investisseurs sont par la suite revenus sur les valeurs de croissance. On notera également James Bullard, le président de la Réserve fédérale américaine de Saint-Louis, qui a déclaré que l'institution pourrait relever ses taux à partir du mois de mars et que la Fed était désormais en bonne position pour prendre des mesures encore plus agressives contre l'inflation si nécessaire. Alors dorénavant, la probabilité de connaître au minimum une hausse des taux en mars est de 69% selon FedWatch. L'attention à présent, nous l'avons dit, est portée sur le rapport NFP, donc ces chiffres mensuels des créations d'emplois aux États-Unis pour le mois de décembre. Reuters prévoit 400 000 emplois non agricoles créés contre 210 000 pour le mois de novembre et un taux de chômage en baisse à 4,1%. Donc si ce chiffre est très élevé, il faut savoir que la Réserve fédérale américaine aura encore un argument pour maintenir cette rhétorique hawkish et ça devrait augmenter davantage la probabilité d'une hausse des taux en mars. On notera également les cours du pétrole qui sont en hausse. Vous savez, nous avons cette situation au Kazakhstan, des contestations sociales qui nourrissent les craintes d'une interruption de l'approvisionnement en pétrole brut en provenance du Kazakhstan, qui est membre, je vous le rappelle, de l'OPEP+. En parallèle, on a une production en baisse en Libye, mais il est important de noter qu'un gros aléoduc en Libye a été réparé et la production pétrolière libyenne est revenue à environ 1 million de barils par jour. Mis à part cela, on a noté que le PDG de Moderna a déclaré que la 4e injection du vaccin contre le Covid pourrait être nécessaire afin de maintenir une immunité à l'avenir. Et des nouvelles de Donald Trump, son réseau social devrait être mis en ligne le 21 février. Alors les crypto-monnaies, on en parle également, parce qu'il faut savoir que ce marché semble s'aligner de plus en plus avec les marchés traditionnels parce que de nombreuses institutions négocient à présent des crypto-monnaies. Ce qu'on essaie de déterminer à l'heure actuelle concernant les crypto-monnaies, c'est à savoir si la situation au Kazakhstan, qui a été, je vous le rappelle, déclenchée par la hausse des prix du carburant, affecte le réseau Bitcoin. Donc le président du Kazakhstan a déclaré que l'ordre avait été largement rétabli dans le pays. Il y a eu des dizaines de morts suite aux affrontements entre manifestants et forces de sécurité, des forces de sécurité qui sont soutenues par les forces russes. Alors ce qui aurait éventuellement pu impacter le réseau Bitcoin, on se pose encore la question. Certains disent que ça n'a eu aucun impact sur les cours, d'autres affirment le contraire. Alors pourquoi ça aurait pu donc impacter les cours, tout simplement parce que 18% du hash rate se situe au Kazakhstan. Je vous rappelle que suite au ban de la Chine, il y a eu un grand exode des mineurs qui se sont répartis aux États-Unis dans un premier temps et en seconde position au Kazakhstan. Donc 18% du hash rate et il y a eu une coupure Internet. Donc est-ce que ça a affecté le réseau Bitcoin? C'est très dur de tabler là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies ont principalement été frappées par une réserve fédérale américaine plus agressive, plus hawkish. Donc les crypto-monnaies se sont repliées comme tous les actifs risqués. Mais est-ce que la situation au Kazakhstan a eu un réel impact? On se pose la question.
Personnellement, je pense que l'impact a été minime, hein, même s'il a 18% du hash rate et que la réelle raison, hein, c'est tout simplement cette hausse des taux qui pourrait être plus rapide que prévu initialement. À noter également concernant le Kazakhstan, que l'année dernière, hein, le gouvernement kazakh avait commencé à sévir contre certains mineurs parce que le gouvernement craignait que le processus de proof of work, qui est très énergivore et qui permet de miner du Bitcoin, ne consomme trop d'énergie. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies ont continué de se replier, hein, dans la nuit. Le Bitcoin a testé le niveau des 41 000 $. C'est son plus bas depuis fin septembre 2021. L'Ether se négocie aux alentours des 3 150 $. C'est un plus bas depuis début octobre 2021 également. Alors, est-ce qu'on est en phase d'accumulation avant une prochaine hausse? Est-ce qu'on est réellement en train d'entrer en bear market, en marché baissier? On ne peut pas tabler là-dessus, hein. Il y a d'autres éléments, notamment de l'analyse on-chain, qui indiquent qu'on pourrait être simplement en phase d'accumulation avant une reprise haussière. Alors des éléments on-chain qu'on pourrait éventuellement aborder la semaine prochaine, hein, lors d'une vidéo qui pourrait être hebdomadaire et dédiée aux crypto-monnaies. À vous de me dire si ça vous intéresse, parce que le marché des crypto-monnaies est un marché qui est atypique et il peut être judicieux, hein, de s'intéresser à certains indicateurs. Ce ne sont pas vraiment des indicateurs, mais certaines données qui nous donnent une idée des fondamentaux du Bitcoin, hein, notamment. C'est ce qu'on appelle l'analyse on-chain, un peu comme pour le marché boursier, l'analyse des ratios boursiers. Ça pourrait s'apparenter à cela. Donc si ça vous intéresse, on pourrait commencer dès la semaine prochaine à s'intéresser à ce type d'analyse-là, qui fournissent des éléments très intéressants et qui permettent d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure lecture, une meilleure compréhension du marché des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Le Bitcoin d'ailleurs qui perd de sa dominance. On a largement cassé on est passé largement en dessous des 40% et on commence à dire que ce sera peut-être la saison des altcoins, donc des crypto-monnaies alternatives, hein, entre guillemets, dont notamment l'Ether. On pourra en parler, je pense qu'on va développer cela la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par ce genre d'analyse, hein. Il n'y aurait pas pas énormément d'analyse technique, ce serait plus une analyse on-chain du Bitcoin. Ceci étant dit, on passe à présent sur les indices boursiers. Vous voyez le CAC 40, hein, depuis les minutes du FOMC, hein, le CAC 40 ne fait pas exception, même si ce dernier avait largement progressé, commençait même à surperformer d'autres indices européens. On a marqué un record historique aux alentours des 7380 points, légèrement au-dessus, et on se replie. D'un point de vue journalier, on revient sur la Tenkan. C'est le cas également pour le DAX, hein, on va le voir. On est posé sur la Tenkan, hein, en Europe. D'abord, le CAC 40 en données H4, hein, pas grand-chose. Attention, il a quand même encore une marge baissière, mais on devrait rester stable dans l'attente des chiffres du rapport sur l'emploi aux États-Unis, hein. C'est vraiment l'événement de la journée. On en prendra connaissance à 14h30. Vous voyez, ce rapport NFP avec des attentes à 400 000 créations d'emplois contre 210 000 en novembre, hein. Donc c'est vraiment une hausse considérable et cela donnerait, comme nous l'avons dit, plus d'arguments pour une approche plus agressive de la Réserve fédérale américaine, pour une rhétorique plus hawkish. DAX 30, même topo, on est sur la Tenkan. Ici, bon, il y avait déjà un élément, hein, qui venait alarmer contre une éventuelle baisse, c'est cette divergence baissière. Et ici, on peut faire le parallèle, encore une fois, on le fait très souvent, parce que s'il y a broadening pattern, s'il y a biseau d'élargissement, on est obligé de faire un parallèle avec ici, hein, ce repli qui était dû à la propagation du Covid. Alors, je vais y arriver, voilà, nous y voilà. Et ici également, on avait une divergence baissière à ce moment-là, pendant que les cours évoluaient dans ce biseau d'élargissement. Alors, est-ce qu'on va assister au même scénario? Divergence baissière, biseau d'élargissement ici, et donc ça pourrait aboutir à une perte de contrôle du marché. C'est pas si sûr. Bon, déjà, il faudrait qu'il y ait réellement un biseau d'élargissement, et éventuellement tester la borne supérieure, encore une fois, pour pouvoir renforcer cette figure. On n'est pas parvenu à aller au-dessus des récents sommets pour le moment, mais la divergence baissière semble agir et un repli s'est amorcé ici sur les cours du DAX qui sont en train de tester à l'heure actuelle la Tenkan en dessous du seuil psychologique à 16 000 points. Nous l'avons dit, il y a un trou d'air, si je puis dire. La Greenspan a
a de la marge à la baisse. Et donc, on pourrait se replier davantage concernant le DAX. Cela viendrait donc épurer, si je puis dire, cette divergence baissière ici en données journalières. En données H4, on a tout de même ici un support. Ce support, ce sera notre nuage. Mais bon, on s'attend à une certaine stabilité avant les chiffres du NFP. Le Nasdaq a pris un réel coup, on s'y attendait, les valeurs technologiques ont été frappées plein fouet, on réintègre le nuage, on n'en sort pas par le bas tout de même, on est à 15 700 points, ici on avait parlé de cette cassure de la moyenne mobile à 200 périodes, gros signal d'alerte, effectivement les craintes étaient fondées, on s'est replié davantage d'ailleurs, sur ce graphique je n'ai conservé que le nuage. Mais on peut le voir ici, on avait eu un signal de vente qui avait été validé. On se stabilise quelque peu. On pourra approfondir éventuellement, aller chercher ici ce niveau, cette borne inférieure du précédent range aux alentours des 15 555 points. Donc voilà pour le Nasdaq. S&P 500 également, gros repli. On le voit ici en H1, on avait un très très beau signal de vente pour le S&P 500 avec une sortie de nuage qui a été validé dans la foulée par la lagging span. Et ici, difficile d'imaginer une réelle percée haussière avec ce nuage épais qui vient exercer une pression supplémentaire. On est en train de casser la Kijun. Encore une fois, on est passé au-dessus et on la casse à nouveau. Donc, un éventuel test des 4660 points n'est pas à exclure. Et comme nous l'avons dit, un NFP fort, un NFP supérieur aux attentes, donnerait des arguments supplémentaires à la Réserve fédérale américaine. Et on l'a vu, lorsque la Réserve fédérale américaine est plus au quiche, les investisseurs se délaissent des actifs risqués et vont vers des actifs moins risqués, ce qu'on appelle flight to quality. Donc, prudence avec ce chiffre NFP qui pourrait donc entraîner un repli plus conséquent des indices boursiers. Le Dow Jones semble résister le mieux, mais aucun actif risqué ne résiste, sauf le pétrole. Et on va en parler, le pétrole qui confirme ce passage du nuage que l'on avait abordé, on va le voir un peu plus tard. Dow Jones, donc à l'intérieur du nuage, stabilité en H4, pas grand-chose. Le rapport NFP sera déterminant pour l'évolution prochaine des indices. On passe à présent en crypto-monnaie avec ce repli conséquent. Vous voyez, on est allé marquer un creux, un nouveau creux ici. Donc on est allé encore plus bas que ce flash crash, que cette mèche inférieure ici. Mais on tient bon. On tient bon les 42 000 $. Le plus important sera de tenir les 40 000 $. Si on casse les 40 000 $, on peut s'attendre à un réel repli. Est-ce qu'on passe en marché baissier? C'est la question qu'on se pose actuellement sur le Bitcoin. Est-ce que ce début d'année sera baissier pour le Bitcoin et pour les altcoins? La réponse sera à venir. Ici, peut-être une large figure en épaule, tête-épaule. Donc la situation est vraiment très contrastée, très difficile d'imaginer une reprise haussière du Bitcoin. Plusieurs éléments, nous l'avons dit, cette éventuelle figure en épaule-tête-épaule, une réserve fédérale américaine de plus en plus au quiche. Si les chiffres sur l'emploi sont bons, ça ne va pas s'arranger, donc le Bitcoin pourrait se replier davantage. En plus de ça, on a un nuage extrêmement large qui nous avait mis la puce à l'oreille il y a quelques séances de cela. Donc, ça se complique pour les crypto-monnaies. Vous voyez, d'un point de vue H4, c'est assez intéressant, on avait un précédent canal baissier, un petit canal baissier, on en était sorti par le haut, on le réintègre et donc on va chercher la borne inférieure, on rebondit dessus à l'heure actuelle. Alors l'Ether, la situation est encore plus compliquée pour l'Ether. Vous voyez ici en données hebdo, on est en train de tenter de casser la Kijun. Si on la casse, c'est direction le nuage en données hebdo. Qu'en est-il en données journalières? Alors ici on avait un biseau ascendant qui normalement est les biseaux descendants sont des configurations techniques à connotation haussière. Habituellement, ce genre de figure, on en sort par le haut. Ici, visiblement, ce n'est pas le cas. On a cassé la borne inférieure, mais d'un point de vue des statistiques, on avait plus de chances d'en sortir par le haut. Il y a 82% de chances de sortir par le haut d'un biseau descendant. Il y a également, et ça c'est important à noter, dans 27% des cas, il y a des fausses cassures qui apparaissent. Est-ce que c'est une fausse cassure? Dans ce cas-là, il faudrait vite réintégrer la figure pour voir apparaître une lueur d'espoir pour l'Ether
Notamment, à noter qu'ici, le nuage est relativement faible. Donc à suivre pour l'Ether, bon, les chances sont faibles hein, de voir une réintégration, nous l'avons dit, 27%. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Le gold, ici, hein, on a eu un repli considérable du métal jaune. On est sorti par le bas du nuage. Si la lagging span également en sort, là on approfondit la baisse considérablement. Donc ça nous éloigne de un scénario complètement invalidé ici de double creux, hein. C'est pour ça que effectivement, il peut paraître assez opportun d'entrer à l'achat en cours de formation de double creux pour profiter, pour avoir un maximum d'amplitude à la hausse. Mais le mieux, c'est toujours d'attendre une cassure de la ligne de coup. Et là, il n'y en aura pas. Vous voyez, on envisageait peut-être en cas de poursuite haussière un franchissement de nuage par ce twist. Ce n'est plus possible à l'heure actuelle et cette figure n'est plus du tout d'actualité, hein. Les perspectives sont à présent baissières pour les métaux précieux et le billet vert devrait mener à la danse cet après-midi lors de la publication des chiffres sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de décembre. On passe à présent sur le pétrole WTI, l'un des seuls actifs risqués à performer, hein. Donc il y a des raisons fondamentales, on en a parlé lorsque l'on a parlé du contexte de marché. D'un point de vue technique, vous voyez, hein, ce franchissement de nuage par le twist a vraiment été décisif. On marque une pause pour le pétrole, la lagging span a du mal à sortir du nuage par le haut. Et souvenez-vous, hein, cette projection de soda à 84,25$ pour les cours du WTI, ce qui permettrait de finaliser cette vague en A, B, C et marquer notre point D sur la projection E. Un mot sur le blé, parce qu'on en a parlé, vous voyez, ça se concrétise. La figure en épaule-tête-épaule est activée. On a cassé la ligne de coup. Donc à présent, à voir si on va réaliser l'objectif théorique. On va tout de même ajouter ici Ishimoku pour enrichir notre analyse et pour constater effectivement que si la lagging span venait à traverser le nuage, on aurait un signal Ishimoku qui viendrait confirmer le signal chartiste qui a été donné lors de la cassure de la ligne de coup. Donc très intéressant ici le blé, hein, nous en avons parlé, deux manières d'aborder, de trader le blé actuellement. Il y a la manière très court terme en tradant cette figure en épaule-tête-épaule qui pourrait nous mener à 650 et il y a la manière long terme qui consiste à attendre que l'on atteigne un plancher, un support, donc soit l'objectif théorique, soit un support intermédiaire, hein, comme le retracement de Fibo à 78,6% pour acheter. Parce qu'effectivement, les perspectives à long terme sont éventuellement haussières. Et ici, on a un gros seuil à 726, c'est le retracement de Fibo à 61,8%. On maintient tout de même au sein du département analyse XTB notre biais haussier à très long terme sur le blé. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché d'échange avec un dollar américain qui est toujours en range, hein, pas grand chose sur le billet vert. Les choses devraient bouger davantage cet après-midi avec le rapport NFP. On a tout de même un nuage en support ici. On voit en donnage 4, on est au-dessus du nuage. Il ne nous manque plus qu'une sortie de la lagging span pour envisager une éventuelle hausse. Donc bon, bien entendu, tout dépendra du chiffre de cet après-midi. L'euro-dollar, les perspectives sont les mêmes, hein, l'évolution est quasiment similaire. On a un range, on ne fait pas grand-chose pour le moment. Et tant qu'on ne se hisse pas au-dessus de 1,1380, très difficile d'envisager une hausse. 1,1380, c'est renforcé par le nuage. Par la suite, il faudra franchir le pic baissière qui relie les récents sommets, hein, depuis assez longtemps. Ça relie les récents sommets depuis le 26 mai 2021. Donc autant vous dire que la cassure de cette oblique baissière, ce serait un réel signal aussi, un signal chartiste. Et ça viendrait de pair avec une sortie de nuage par le haut. On en est bien loin pour le moment. Le nuage exerce une certaine pression. Et si on passe sous 1,1197, là effectivement on peut envisager un euro-dollar sous les indices. GBP-USD, est-ce qu'on va casser cette fois-ci l'oblique baissière qui relie les creux, on a déjà franchi, qui relie les sommets, pardon, on a déjà franchi le nuage. Prudence, hein, très souvent cette oblique baissière, la dernière fois plutôt, les deux dernières fois, cette oblique baissière a été un point, a été une résistance très importante et cela a abouti par des replis considérables du GBP-USD et dernièrement cela nous a mené au 1,3180. C'était un objectif que l'on avait depuis très très longtemps pour le câble
un objectif qu'on avait depuis longtemps pour le GBP-USD, parce qu'on avait ici une formation chartiste qui nous indiquait un retournement baissier pour le câble, un GBP-USD qui ne cessait de se renforcer depuis assez longtemps, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a pris du temps, mais on a atteint notre objectif théorique. On a tenu pendant longtemps ici pour le GBP-USD. Et sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market, le dernier de la semaine. Peut-être la deuxième séance la plus importante, mis à part les minutes du FOMC. Et vous voyez tout de même, je m'attendais à une certaine stabilité des indices européens, mais c'est la baisse qui l'emporte. L'Europe semble vêtue de rouge en cette matinée. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading et un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Et sachez donc que nous avons l'intention de fournir de plus en plus de contenu. On va reprendre les points hebdomadaires de lundi. On va reprendre les vidéos matières premières et fondamentaux. Alors pendant assez longtemps, j'ai été seul à gérer tout cela. Maintenant, j'ai du renfort et donc beaucoup de projets sont en cours. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à donner vos suggestions, s'il y a des actifs que vous souhaiteriez que l'on creuse davantage, s'il y a un format vidéo que vous souhaiteriez voir amélioré. Pour ma part, je compte peu à peu diversifier un peu les outils techniques que j'utilise. Je suis resté pendant assez longtemps focalisé sur Ishimoku, sur les retracements de Fibonacci, sur les projections de Soda. Les plus fidèles d'entre vous, je pense, ont intégré la manière d'utiliser ces différents outils, mais je suis conscient que d'autres souhaiteraient éventuellement voir d'autres choses. Et donc, c'est un petit peu mon but pour cette nouvelle année, introduire de nouvelles notions, introduire des concepts très intéressants, par exemple les vagues d'Elliott, utiliser de plus en plus le RSI, que l'on parle de plus en plus de divergence de RSI. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter. C'est le moment parce qu'on est en train de se réorganiser pour vous proposer du nouveau contenu pour cette nouvelle année. Vous aurez également de nouveaux analystes qui vous présenteront des vidéos hebdomadaires et plein d'autres choses pour nos clients et nos auditeurs. Merci à toutes et à tous. Un très bon week-end à vous. Et on se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain rendez-vous, pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.